Bonjour à tous, bonjour à toutes, assalamu alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base. Aujourd'hui, on va parler de l'intervention ou de l'interview en fait du président Abdelmajid Tebboune et on va parler du passage, uniquement du passage où il a parlé de probable coopération avec le Mali, qu'il soit. En fait, la journaliste lui a posé la question concernant le dégel, on va dire en fait des relations entre le Mali et l'Algérie, et la situation, on va dire, entre le Mali et l'Algérie plus globalement. Alors à la base, en fait, je voulais même pas répondre à ce passage parce que pour la simple et bonne raison de ce que j'avais dit auparavant, disant qu'il n'était pas de bon ton d'intervenir dans cette, euh, dans cette situation de dégel qui est en cours pour éviter de soit mettre de l'huile sur le feu ou aller dire des choses maladroites qui pourraient avoir, on va dire, un impact sur ce qui se passe et qui est juste à l'état, on va dire, embryonnaire. Maintenant, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas laisser passer. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer et il y a certaines choses aussi, on a souvent repris les interventions d'Abdelmajid Tebboune ici pour dire ce qui n'allait pas. Et parfois aussi, quand il y a du bon, il faut savoir dire qu'il y a du bon. Et quand c'est pas bon, il faut savoir dire que c'est pas bon. Il y a un peu de tout là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous expliquer que le terrorisme, par exemple, est né avec la chute de la Libye, soit en 2011. Sachant que lui-même enterrait déjà leur mort du terrorisme bien plus tôt. Et qu'ils ont même donné un nom à une période de leur histoire qu'ils ont appelée la décennie noire. Maintenant, il faut donc se poser la question. Essayez de vous la poser avec moi. Pourquoi un chef d'État va occulter 15 ans de sa propre histoire nationale à ce niveau-là? Et ce n'est pas une erreur, parce que lorsqu'on est à ce niveau-là, lorsqu'on se trouve à ce niveau de responsabilité, on n'a pas vraiment le droit à ce type d'erreur. On ne donne pas des dates par hasard. Mais je vais vous donner une clé. La réponse, elle n'est pas dans le passé. La réponse, elle se trouve dans une phrase que lui-même a prononcée 40 secondes plus tard, et peut-être que les gens n'ont pas spécialement relevé. Mais cette phrase, si on la comprend bien, elle va expliquer tout. Elle va expliquer le dégel, les différentes mains tendues, et la probable coopération proposée et les limites de tout ça. Donc restez jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette émission, vous écouterez peut-être pas les interviews et les interventions de la même manière. J'ai toujours dit ici qu'il faut choisir les organes avec lesquels vous écoutez quand les gens y parlent. Généralement, on fait ça avec les oreilles. Après, il y en a qui utilisent d'autres choses. Maintenant, voilà les faits, et rien que les faits. Le président Abdelmajid Tebboune va être interrogé sur le Mali par la journaliste, sur le rapprochement en cours et sur la coopération sécuritaire. On va l'écouter. On va l'écouter. Justement, Monsieur le Président, on parle un peu de ce rapprochement entre Alger et Bamako. Ce qui est regrettable peut-être aussi, c'est que la crise a affaibli la coopération dans le domaine sécuritaire entre nos deux pays. Aujourd'hui, cela a constitué une aubaine pour les groupes terroristes, mais aussi pour les organisations du crime, avec l'implication justement de partenaires exogènes. Quelle coopération dans l'immédiat justement pour lutter contre ce problème? Et qu'est-ce que vous pensez aussi du rôle de l'UA dans tout ça? Alors, avant même d'entrer dans la réponse d'Abdelmajid Tebboune, il faut bien écouter la question. La journaliste a dit que la crise entre le Mali et l'Algérie, elle a affaibli la coopération sécuritaire entre les deux pays. Et que ça a été une aubaine pour les groupes armés terreau et pour le crime organisé. Ici, je cite ce qu'elle dit. Et avec l'implication, justement, de partenaires exogènes. Partenaires exogènes. Vous avez tous entendu comme moi. Ici, la question, elle n'est pas neutre. C'est pour ça, en fait, il n'y a pas de journaliste neutre. Ici, la question, elle n'est pas neutre. La question, elle est déjà chargée. On ne demande pas ici à l'interviewer ce qu'il pense de la coopération en tant que président. On lui tend une perche pour qu'il désigne un tiers. On veut qu'il désigne quelqu'un. Et on va vous laisser deviner qui est ce partenaire exogène dont elle parle. Parce que dans la bouche d'un journaliste aujourd'hui, partenaire exogène au Mali, quand on parle du Mali, on sait tout ce qui c'est.
Mais il faut retenir ces détails. Je ne vous l'ai pas dit par hasard. On va y revenir, on y reviendra après. Retenez-le bien, dès maintenant. Maintenant, on va écouter sa réponse. L'Union africaine, elle émet des vœux, elle émet des déclarations, elle émet des... Ici, il y a un truc. La question de la dame, là, la journaliste, elle est en 2 phases. Il y a 2 questions dans sa question. Du coup, il va répondre à la première question, puis il va enchaîner sur la deuxième. On va s'arrêter entre les deux. Mais c'est le terrain qui s'impose. C'est une question très profonde. Très profonde, à laquelle nous sommes prêts. Il faut passer à autre chose. Le terrorisme... On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. On va essayer de décrypter ça phrase par phrase. Mais je vais le laisser finir. n'est pas un héritage pour l'Afrique. Le terrorisme n'est pas une fatalité pour l'Afrique. Le terrorisme pour l'Afrique a été créé, et j'assume ce que je dis. Et ceux qui ont créé le terrorisme, ou leurs complices et leurs proxys, ce sont ceux-là qui veulent aider les Maliens à régler le problème du terrorisme. Le terrorisme est né avec la chute de la Libye. C'est là où le terrorisme s'est répandu comme... et je dirais pas plus. Parce que c'est trop profond. Ça, le terrorisme, on en fait toute une tartine, alors que c'est facile de lutter contre le terrorisme. Demain, si on a, nous, des accords précis, sans toucher ni à la souveraineté, ni à la vie de ceux qui ne sont pas terroristes, on peut agir ensemble. On peut agir ensemble. Nous sommes leaders dans la lutte antiterroriste. Ceux qui ont envoyé... On va s'arrêter là, parce qu'il a dit plein de choses ici. On va s'arrêter là. Toute petite séquence, mais dans laquelle il y a énormément d'informations. Et pas que des informations, il y a parfois du renseignement, mais ça c'est juste après. Donc, première séquence, on lui demande qu'est-ce qu'il pense du rôle de l'Union africaine. Et quel pourrait être le rôle de l'Union africaine. Et sa réponse, elle tient en quelques mots. Il explique que l'Union africaine, elle va émettre des vœux et des déclarations. Alors ici, il faut être honnête, il faut être lucide. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est totalement vrai. L'Union africaine, elle n'a aucune capacité de dissuasion de qui que ce soit. Elle n'a aucune force de projection autonome. Et elle n'a aucun moyen de contraindre qui que ce soit, où que ce soit, et de faire quoi que ce soit. Sur les grands dossiers sécuritaires de ce type-là, que ce soit sur le continent ou ailleurs, tout ce qu'elle peut faire, c'est produire des communiqués, produire des profondes préoccupations et des appels au dialogue. C'est tout ce qu'elle peut faire. Elle ne peut rien faire d'autre. Ici, il a raison. Maintenant, il y a une petite question. Qu'il faut se poser. Il faut se poser la vraie question. C'est qui dit ça? Ici, c'est pas un éditorialiste de nulle part qui dit ça. C'est pas un youtubeur, c'est pas un analyste, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est un chef d'État, dont l'État est membre de cette organisation. Et si on traduit terre à terre ce qu'il a dit, malgré qu'il ait raison, si on traduit terre à terre ce qu'il a dit, en gros, sur ce type de dossier, l'Union africaine ne sert à rien. Il a raison, c'est vrai. L'Union africaine, elle ne sert à rien. Et c'est quand même chaud que ça sorte de la bouche d'un président membre de l'Union africaine. C'est brutal, c'est terrible, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand les chefs d'État eux-mêmes ne croient plus en leur propre maison commune, la question c'est même plus de savoir si l'Union africaine elle est faible ou pas. La question c'est de savoir à quoi elle sert encore. Est-ce qu'elle a réellement un but d'exister? Eh bien vous savez quoi? Nous on dit ça depuis des années sur cette chaîne. Ça fait des années qu'on dit ça. Et à chaque fois, on nous a toujours répondu ici que soit on était excessif, soit on ne comprenait pas la diplomatie, notamment la diplomatie africaine, qu'il fallait faire confiance aux institutions et en veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, c'est votre propre président en exercice qui le dit, face caméra en prime time. Il le dit, il ne se cache pas, il le dit. Chez nous, on dit, et je vous l'ai toujours dit ici, tant que le lion, du moins tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Et ça, c'est réel. Et ça, c'est que le début. Hein. Parce que la phrase suivante, elle va être encore un peu plus lourde de sens. Il faut bien écouter ce qu'il dit, on va y revenir. On va y revenir un peu. C'est par là. à laquelle nous sommes prêts. Il faut passer à autre chose. J'aime bien son faut passer à autre chose. Généralement, quand quelqu'un te dit ça, bref. Le terrorisme n'est pas un héritage pour l'Afrique. Le terrorisme n'est pas une fatalité pour l'Afrique. Le terrorisme pour l'Afrique a été créé, et j'assume ce que je dis. Et ceux qui ont créé le terrorisme, ou leurs complices et leurs proxys, ce sont ceux-là qui veulent aider les Maliens à régler le problème du terrorisme. Le terrorisme est né avec la chute de la Libye. Ok. Ici, il faut écouter ce qu'il dit. Le terrorisme, ce n'est pas un héritage pour l'Afrique.
Certains aimeraient que ce soit le cas, mais il a raison, c'est pas le cas. C'est pas un héritage pour l'Afrique. Enfin, ça ne doit pas l'être. On doit faire tout notre possible pour que ce ne soit pas le cas. Le terrorisme, c'est pas une fatalité pour l'Afrique. C'est réel aussi, c'est pareil. Et il dit que le terrorisme pour l'Afrique a été créé. Ils sont dans 3 phrases. 3 phrases qui pourraient à elles seules valoir un dossier complet. Parce que ça, déjà, quelque part, c'est exactement notre ligne éditoriale qu'on a eue jusqu'ici. Depuis le premier jour. C'est ce genre de choses qu'on dit ici. Attention, je vous connais maintenant. N'allez pas mettre dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire ici qu'ils ont repris nos dires ou quoi que ce soit. Non, non, non. Vous n'allez pas manger votre piment avec ma bouche. Je dis juste que on a toujours dit ça ici. Et ça, depuis les premières émissions qu'on a faites sur cette chaîne. Combien de rapports, ou même, attendez, combien de fois on nous a expliqué que le terrorisme au Sahel, c'était à cause de la pauvreté. Même vous qui m'écoutez là tout de suite, vous qui êtes là derrière la caméra, vous qui m'écoutez là. Combien de fois vous êtes venus me dire, pour certains, ils se reconnaîtront, que le terrorisme au Mali, c'est à cause de la pauvreté. Au Sahel, surtout, c'est à cause de la pauvreté. Que c'est le sous-développement, c'est parce qu'on n'a pas voulu développer les zones du nord du Mali. Que c'est à cause, parfois certains sont même venus nous parler de changement climatique, que c'est le manque d'école, que la jeunesse serait désœuvrée, que c'est pour ça, qu'en fait, qu'ils sont désœuvrés et qu'ils se donnent au terrorisme. Combien de rapports, combien de colloques, combien de plateaux de télé où on nous expliquait avec de grands mots, hein, bon français, que si nos enfants, nos frères, nos tantes, nos neveux, et ainsi de suite, prenaient les armes, c'était parce qu'ils avaient faim. Et qu'est-ce qu'on a dit ici en réponse aux gens? On a toujours dit ici que c'était faux. La faim, ça ne fabrique pas des colonnes de motos, tous identiques, des centaines de motos. Ça n'achète pas d'armes. La pauvreté, ça n'achète pas des missiles anti-chars. Le chômage n'a jamais fourni de drones, ni des télécommunications cryptées, des téléphones satellitaires, des talkie-walkie en veux-tu, en militaires en veux-tu, en voilà, des centres de commandement avec des écrans avec vue sur des drones. Et le sous-développement n'a jamais ouvert de compte bancaire. Et les terroristes au Sahel, ils ont tout ça. Le terrorisme au Sahel, c'est un projet. Et comme tout projet, il a ses financiers, ses logisticiens, ses sponsors et ses intérêts. Aujourd'hui, c'est un président qui l'affirme, publiquement. Le terrorisme a été créé. Du moins, ce qui veut dire, c'est en Afrique, ça a été créé. Et même ailleurs, en vrai. Maintenant, je vais poser la question à tous ceux qui nous démontaient ici. Maintenant que votre chef d'État nous donne raison contre vous-même, vous avez quoi à nous dire? On vous a toujours dit ici qu'on ne faisait pas le même métier. Il faut différencier les choses. On ne fait pas le même métier ici. Mais c'est pas grave. Par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Il faut écouter ce qu'il a dit parce que ça ne se termine pas ici. Parce que juste après, il va ajouter une précision de taille. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant et en même temps compliqué. On va l'écouter. C'est là où le terrorisme est né, malien à régler le problème du terrorisme. Et ceux qui ont créé, qui a été créé, et j'assume ce que je dis, et ceux qui ont créé le terrorisme, ou leurs complices et leurs proxys, ce sont ceux-là qui veulent aider les Maliens à régler le problème du terrorisme. Ok. Ici, il dit quoi? Il dit ceux qui ont créé le terrorisme, ou leurs complices, ou leurs proxys. Ce sont ceux-là même qui veulent aujourd'hui aider les Maliens à régler le problème du terrorisme. On a 3 catégories de personnes ici. Les créateurs, les complices et les proxys. Et vous allez voir, ce pas des mots choisis au hasard. Nous ici, on essaie de faire le job. Du coup, on essaie de comprendre, on va essayer de comprendre qui ils visent ici. Les créateurs, selon toute logique, il doit parler de l'Occident. Plus précisément, si on veut vraiment être précis, il doit parler des Américains. Parce qu'il a dit que le terrorisme en Afrique a été créé par la destruction de la Libye. Si on a bien compris, c'est les Américains qui ont décidé cette destruction. Mais, les complices, c'est qui? Qui ils visent quand ils parlent de complices? Pour moi, c'est les Européens, c'est ceux qui ont suivi. C'est Sarkozy qui est allé déposer au Conseil de sécurité pour aller combattre Kadhafi et tout ça. Faire la guerre à Kadhafi. C'est la France, l'Angleterre, les Européens. On va dire les Européens. C'est eux qui ont suivi. Et les proxys. Maintenant, les proxys, c'est qui? Ici, c'est un peu plus fin. Quand on regarde ces propos, et quand on regarde l'historique, en fait, ce qui irrite souvent Alger depuis des années dans le dossier malien, tu as 2 noms qui ressortent. Ils reviennent en boucle. Et même après cette interview, la presse algérienne a repris ce passage-là et a indiqué les personnes, enfin, les gens visés par les proxys.
Et les gens visaient sur ce qu'il va dire après, comme quoi il y a certains pays qui ont envoyé leurs contingents aller faire des formations chez les terreaux. Généralement, c'est les Émirats arabes unis et c'est le Maroc. Deux pays avec lesquels Bamako entretient aujourd'hui de bonnes relations. Deux relations qui ont toujours été un motif de crispation pour Alger. Ça, c'est mon interprétation. Vous avez le droit de la contester, mais ça reste mon interprétation. C'est pas de machin, c'est mon interprétation de cette chose. Et je peux très bien me tromper là-dessus. Mais pour moi, c'est la lecture la plus cohérente. Tiens, en parlant du Maroc, beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'ai pas intervenu sur la sortie de Chronique de l'Atlas. Les gars, ici, on essaye de faire des choses sérieuses. En quoi, moi, je devrais aller répondre à un merdeux de Chronique de l'Atlas qui parle de foot, qui a de respect pour personne, et je vais aller mélanger tout même. Moi, j'ai pas beaucoup de temps dans mon travail. Donc, laissez-le faire sa merde sur machin. Il y a beaucoup de gens capables de répondre à ce type d'énergumène. Et les Maliens l'ont fait brillamment. Moi, c'est pas mon rôle. Reprenons. C'était un petit aparté, parce qu'on est venu m'embêter par rapport à ça aussi. Maintenant, il y a un problème, un gros problème. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, il dit quoi? Il dit, ceux-là même qui ont créé le terrorisme au Mali, c'est eux aujourd'hui qui veulent aider les Maliens. Or, aujourd'hui, concrètement, qui aide le Mali dans sa lutte antiterrorisme au Mali? On a la Russie, avec du matériel et une présence sur le terrain. On a la Turquie, avec de l'armement, des drones, on a Kensi, Don Bayektar. On a la Chine, avec de l'armement, notamment des blindés et ainsi de suite, et d'autres matériels de guerre électronique et ainsi de suite, et d'autres partenariats aussi. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement, une seule seconde, que Abdelmajid Tebboune, ici, accuse la Russie? Moi, je ne pense pas. Ce serait contre-productif et ce serait un CSC. Est-ce que vous pensez qu'il accuse la Turquie? Je ne pense pas non plus, parce que ce serait irréel. Est-ce que vous pensez qu'il est en train d'accuser la Chine, ici, d'avoir créé le terrorisme au Sahel? Tout comme la Turquie, ce serait irréel et ce serait aussi un CSC commun pour la Russie. Bien sûr que non. Évidemment que non. Alors, ici, qui est-ce qu'il accuse exactement de vouloir aider le Mali? Mais avant de répondre à ça, il faut rappeler une chose, et que j'ai déjà rappelé ici. C'est la MINUSMA. La MINUSMA, c'est la mission interdimensionnelle, la mission internationale multidimensionnelle des Nations Unies au Mali, si vous voulez. De 2013 à 2023, 10 ans de présence. Jusqu'à 15 056 militaires présents sur le territoire malien. 61 pays contributeurs, déployés principalement dans le nord du Mali. 61 pays. 15 000 soldats. 10 ans. 15 000 hommes. 61 pays dans le nord du Mali. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant ces 10 ans, jamais, je dis bien jamais, cette présence n'avait été mise en cause ni contestée par Alger. Même mieux, lorsqu'en 2023, le Mali a décidé de remercier la MINUSMA, Alger avait contesté cela en disant que ça allait créer des problèmes sécuritaires, tout ceci, cela. Aujourd'hui, tout ce beau monde est parti. Ces 15 000 et quelques soldats militaires, ils sont partis. Il faut savoir que c'est 1490 ou 96 policiers aussi. Et aussi une centaine de civils. Ils sont tous partis. Et il reste uniquement le partenaire que le Mali a choisi, à savoir le partenaire russe. Alors franchement, dites-moi, est-ce que c'est de cela dont il parle? Je pense toujours pas. Mais il faut savoir une chose, c'est que le crocodile ne pleure jamais pour le poisson qui vient d'avaler. Mais gardez cette question en tête. Parce que c'est la suite qui va la rendre encore plus tranchante. Et on va écouter Abdelmajid Tebboune. Le terrorisme est né avec la chute de la Libye. C'est là où le terrorisme s'est répandu comme... et je dirais pas plus. Parce que c'est trop profond. Ça, le terrorisme, on en fait toute une tartine. Alors, ici, il dit, le terrorisme est né avec la chute de la Libye. On va quand même laisser le bénéfice du doute. Je pense qu'il a mal choisi le mot. Peut-être, c'est possible. Mais on va faire comme si c'était un choix délibéré. Le terrorisme est né avec la chute de la Libye. Il faut qu'on soit précis ici. Parce que c'est ici que tout se joue. Parce que ce qu'il dit, c'est en partie vrai. Mais c'est aussi en partie faux. Et la partie fausse dans cette histoire, c'est celle-là qui est la plus importante.
Ce qui est vrai, d'abord, on va commencer par ça et on va le dire fort. La destruction de la Libye a été une catastrophe stratégique dont le Sahel, aujourd'hui, continue de payer la facture. On a les arsenaux libyens qui ont été vidés et qui se sont déversés vers le Sahel, qui sont arrivés via le sud libyen jusqu'au nord du Mali. Mais moi, je pense que cet armement de 2011, il est déjà terminé, il faut arrêter les bêtises. On a des combattants entraînés qui sont rentrés armés dans le nord du Mali, ça c'est un fait et c'est indéniable. Mais il y a une petite précision aussi à ajouter. Regardez les trois acteurs dont il avait parlé tout à l'heure. Ceux qui ont créé, ceux qui ont été complices et ceux qui sont les proxys. Vous allez voir que ça colle parfaitement au dossier libyen. On a ceux qui ont créé les États-Unis. C'est eux qui ont créé cette situation en Libye. On a les complices, la France, le Royaume-Uni, les Européens, qui eux ont suivi en Libye et sont intervenus auprès des Américains en Libye. Il n'y a pas que en Libye, il y avait des Polonais, il y avait des machins, il y a plein de gens. Et on a ceux qui ont financé tout ça. Il faut savoir que pour pouvoir mener ces frappes en Libye, ça n'a pas été financé par n'importe qui. C'est les pays, les monarchies du Golfe qui ont financé en grande partie cette opération. Ici, le schéma, il fonctionne bien. Ici, le schéma, il fonctionne bien. Sauf que, ici, Tebboune, il fait une chose que nous, on ne peut pas laisser passer ici. C'est qu'en disant que le terrorisme est né en Libye avec la destruction de la Libye, il fait naître le terrorisme en 2011. Or, encore une fois, je vais revenir sur ce que je disais au début, la décennie noire, c'était dans les années 90, en 1990. Des dizaines, voire des centaines de milliers de morts, avec un pays entier qui était à genoux à cette époque. Abdelmajid Tebboune, le président de l'Algérie, il le sait mieux que moi, ça. Et il le sait mieux que quiconque. Même pas en tant que chef d'État, mais simplement en tant qu'Algérien, parce qu'il a dû le vivre dans sa chair, ça, il le sait. À l'époque, le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, c'est un groupe terroriste. Ce groupe, le GSPC, il est né en 98. Le GSPC, en fait, en fait, avant le GSPC, il y avait le GIA. C'est le GIA qui est devenu le GSPC. Aussi, il y avait l'AIS. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, le GSPC est né en 1998 en Algérie. En janvier 2007, c'est ce même GSPC qui prête allégeance à Al-Qaïda et devient AQMI. Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2007. Donc, 4 ans avant la chute de Kadhafi. Et aujourd'hui, AQMI, à travers le JNIM, parce que le JNIM, comme on vous l'a dit ici, c'est un groupement de 4 groupes terroristes, à savoir Ansar al-Din, Al-Moulab Bitoun, la Katiba Massina et AQMI. Donc AQMI, aujourd'hui, à travers le JNIM, participe directement à l'agression terroriste contre le Mali et contre l'AES. Donc il faut qu'on soit clair. Et ici, je vais essayer de peser mes mots. La Libye, ça a été un formidable accélérateur, un multiplicateur et un facteur d'expansion massive du terrorisme au Sahel. Mais ce n'est pas l'acte de naissance du terrorisme au Sahel. Ce terrorisme-là au Sahel, il existait avant. Et il n'est pas né dans le désert malien. Ce que le Mali et l'AES est en train de combattre aujourd'hui, c'est les résidus de ce GSPC qui est né en 98. Et ce GSPC aussi, il émane de quelque chose d'encore plus ancien. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'on va traverser beaucoup trop de pays pour ça. Il faut savoir une chose, les mensonges donnent des fleurs, mais jamais des fruits. Maintenant, l'autre côté de la médaille. Parce qu'il y a un côté qui nous concerne directement dans tout ça. Cette histoire de crise libyenne, comme matrice du chaos malien, on l'a répété ici à maintes et maintes reprises. Depuis des années, encore une fois. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, M. Abdoulaye Diop, qu'on salue ici, il l'a rappelé dans toutes les enceintes internationales dans lesquelles il est passé. Devant l'ONU, devant tout le monde. Il l'a rappelé devant tout le monde. Et je me rappelle qu'à l'époque, personne ne voulait nous calculer. Personne ne voulait même reconnaître ce lien. Personne. Tout le monde s'en foutait. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui, ce qui était hier, on va dire une lubie malienne, devient tout à coup une évidence présidentielle? Ben moi, je vais vous le dire. En fait, non, c'est Tebboune qui nous l'a dit. C'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui commande. Et sur le terrain sécuritaire, ce sont les FAMA et leurs partenaires russes qui sont à l'initiative. C'est eux qui ont l'initiative aujourd'hui. Les groupes terroristes sont bousculés sur l'ensemble du territoire. Ils sont recherchés et neutralisés partout. Le nettoyage, il est en cours et il sera mené à son terme. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Sur le terrain diplomatique, le Mali a réussi à montrer son sérieux. Et d'ailleurs, l'AES a réussi à montrer son sérieux. Et surtout, on a réussi à imposer le respect de notre souveraineté à tous, sans exception. À tous, sans exception. Et quand je dis à tous, sans exception, c'est vraiment à tous, sans exception. Du dernier
au premier pays, celui que vous imaginez le plus grand. Sur le terrain politique, c'est pareil. Du coup, c'est notre intransigeance sur tous les fronts de cette guerre qui nous est imposée, qui aujourd'hui porte ses fruits. Maintenant, chacun en tirera les conclusions qu'il voudra. Mais moi, c'est sur ça que je m'appuie. Mais il faut aussi qu'une chose soit dite. On veut bien travailler à améliorer les relations. Mais par contre, on n'acceptera de personne de venir réécrire ou reformuler l'histoire à ça, non. Maintenant, on va arriver sur la prochaine phrase, celle dont je vous parlais au départ. Il dit, le terrorisme, en fait, c'est facile de lutter contre le terrorisme. Il dit, le terrorisme, les gens en font toute une partie, mais c'est facile de lutter contre le terrorisme. Genre, si on a des accords, sans toucher ni à la souveraineté, ni à la vie de ceux qui ne sont pas terroristes, on peut. Alors que c'est facile de lutter contre le terrorisme. Toute une tartine. Le terrorisme, on en fait toute une tartine, alors que c'est facile de lutter contre le terrorisme. Demain, si on a, nous, des accords précis, sans toucher ni à la souveraineté, ni à la vie de ceux qui ne sont pas terroristes, on peut agir ensemble. Donc, on peut agir ensemble. On va reprendre ce qu'il vient de dire, on va le reprendre lentement. Parce qu'il y a trois choses. Dans ces quelques secondes-là, il y a trois choses. Et chacun de ces éléments mérite qu'on s'arrête un instant. Il y a un, il dit, c'est facile de lutter contre le terrorisme. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, la décennie noire, ça a duré pendant toutes les années 90 jusqu'à début 2000. Mais c'est pas grave. Il dit, c'est facile de lutter contre le terrorisme. Et je vais apporter juste une petite assertion. Alors oui, effectivement, c'est facile de lutter contre le terrorisme, mais dans un seul cas de figure bien précis, un seul. Moi, je vais m'arrêter là. Vous êtes assez intelligent pour comprendre là où je veux en venir. Il n'y a qu'un seul cas de figure où lutter contre le terrorisme, c'est facile. Deuxièmement, il dit, nous sommes leaders dans la lutte antiterroriste. Peut-être, c'est peut-être vrai. Après, chacun son bilan. Nous, on se débrouille et on essaye de se débrouiller dans notre espace, chez nous. Et jusqu'ici, c'est le terrain qui commande et ça se voit sur le terrain. Chez nous, on dit, il y a un proverbe qui dit, le lézard qui tombe du grand Iroko dit que s'il n'y a personne pour l'applaudir, il s'applaudira lui-même. Troisièmement, et c'est là le cœur du sujet, il dit si on a des accords précis. La seule chose que moi j'aimerais demander, c'est quel accord. Et pour ça, on ne peut pas savoir, on peut pas savoir. Il a juste dit accord. Mais on peut dégager des hypothèses. Et moi, j'arrive à dégager deux hypothèses à peu près. Première hypothèse. Il parle d'un accord bilatéral de coopération sécuritaire entre le Mali et l'Algérie. Si c'est ça, alors je dis ouais, pourquoi pas. On dit pourquoi pas. Sincèrement, pourquoi pas. Deux voisins, une frontière immense, des menaces communes, c'est logique. Mais dans ce cas-là, la condition, elle est la même que pour tout le monde. Et cette condition, elle ne se négocie pas. C'est les trois principes de coopération qui ont été fixés par le président de la République, le général d'armée Assimi Goïta, et qui sont inscrits dans la loi fondamentale malienne, du coup la constitution malienne de juillet 2023. C'est simple. Il y a trois principes. Premier principe, le respect de la souveraineté du Mali. Dans sa phrase, c'est ce qu'il semble dire. Tant qu'on ne nie en portant atteinte à la souveraineté, et ainsi de suite. Deux, le respect des choix stratégiques et des partenaires choisis par le Mali. C'est le deuxième point à respecter si tu veux coopérer avec le Mali. Le troisième point, c'est la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Il y a ces trois aspects. Si tu arrives à les respecter, on peut travailler. Si tu n'arrives pas à les respecter, salam l'affaire. Il y a trois lignes. Elles sont non négociables. C'est pas pour l'Algérie, c'est pour tout le monde. Elles sont non négociables. C'est sans exception et sans passe-droit. Ça, c'est première hypothèse. Deuxième hypothèse, et là, ça se complique un peu. Parce que je me suis dit, mais s'il était en train de parler de l'accord d'Alger, et c'était ça qu'il appelait accord précis, si c'est ça qu'il a en tête, je ne dis pas que c'est le cas, hein, je dis si, donc c'est un élément de condition. Si c'est ça qu'il a en tête, alors il faut qu'il sache que c'est une fin de non-recevoir que ça va obtenir. Et quelque part, ce serait le signe qu'Alger n'a toujours pas compris, ou n'a toujours pas pris la mesure de ce qui s'est joué au Mali. Et que la réconciliation, elle prendra beaucoup plus de temps que ce qui est prévu. Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc, en termes de réconciliation, en termes de négociation, de réconciliation, pour ceux qui veulent la paix, il n'existe qu'un seul cadre valable. Un seul. Ça s'appelle le DIM, le dialogue intermalien. D'accord? Le dialogue intermalien, c'est 302 recommandations, issues et conçues
par des Maliens, pour les Maliens. Celui qui veut sincèrement la paix et la réconciliation, il sait où aller regarder. Mais ici, j'aimerais, permettez-moi, une remarque personnelle. Parce qu'en fait, ça m'intrigue depuis un certain temps. Depuis que les autorités maliennes sont arrivées au pouvoir, j'ai l'impression que les décisions qu'elles prennent, tout le monde fait semblant de les ignorer ou de faire comme si elles n'existaient pas. Aujourd'hui, tout le monde, que ce soit en interne, les opposants internes, comme on va dire les autres pays extérieurs qui nous lancent des pics à chaque fois. Ils font comme si les choses n'existaient pas. Tout le monde nous demande de négocier, qu'on peut pas miser sur le tout militaire, le tout sécuritaire, et il faut dialoguer. Sauf que le dialogue intermalien, il est là précisément pour ça. Et tout le monde fait comme si ça n'existait pas, ça n'avait jamais existé. Et c'est exactement la même chose lors de la création de l'AES. Beaucoup de pays, beaucoup d'organisations ont fait pendant longtemps semblant que ça n'existait pas. Ils ne prononçaient jamais le nom, ils ne voulaient pas entendre parler de ça, ils appelaient ça une organisation fantoche. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît l'AES. Pourquoi? Parce que tout le monde faisait semblant que ça n'existait pas jusqu'à ce que le terrain s'impose à eux. Et c'est le terrain qui s'impose. Ça finit toujours pareil. Maintenant, la phrase vraie, c'est celle du début. Sans toucher ni à la souveraineté, il a dit si on a des accords précis, sans toucher ni à la souveraineté, ni à la vie de ceux qui ne sont pas terroristes. C'est ici réellement que ça se gâte. Pourquoi? Sur la souveraineté, il n'y a aucun problème. Allez, on signe, il n'y a pas de souci. Allez, on passe à autre chose. Mais la vie de ceux qui ne sont pas terroristes, qu'est-ce que ça insinue exactement? De deux choses l'une. Première lecture, ça signifierait que la lutte antiterroriste menée aujourd'hui par les FAMA et leurs partenaires sur le terrain atteindrait la vie de gens qui ne sont pas des terroristes. Autrement dit, on tuerait des civils. Autrement dit, c'est une accusation. Et une accusation très grave. Si c'est de ça qu'il s'agit, déjà il faut le prouver. Ensuite, il faut comprendre une chose simple. On ne peut pas construire une coopération sécuritaire, antiterroriste, appelez-la comme vous voulez, avec une partie qui vous accuse de tuer vos propres civils, votre propre population. Ce n'est pas un partenariat, du coup c'est un procès. J'ai un peu de doute sur cette hypothèse, mais je ne pense pas que ce soit ça. Deuxième lecture qu'on peut avoir, et pour moi c'est la plus probable. Alger ne considère pas certains groupes comme des terroristes, notamment le FLA. Et il aimerait que cela puisse être épargné, pour pouvoir opérer, selon lui, sa propre grille. Et là, ça pose 4 problèmes. 4. 1, ça voudrait dire que, malgré le dégel en cours, malgré les mains tendues, quelque part, Alger n'est pas prête à une réconciliation réelle avec son voisin. Parce qu'elle n'est pas prête à lâcher le FLA. Ce serait dommage. 2. Le FLA, et ça c'est de notoriété publique, tout le monde le sait, est coalisé avec le JNIM. Le JNIM qui est affilié à Al-Qaïda, au travers d'AQMI. Ça, c'est pas une opinion, ça, c'est un fait sur le terrain, tout le monde le sait. Et tout le monde le dit. Le Mali a déclaré le FLA et ses membres comme mouvement terroriste. Et il sera traité comme tel. Parce que ce sont eux la cause primaire de tous les maux que connaît le Mali aujourd'hui. Et quelque part, il est temps d'y mettre un terme. Troisième point, et c'est sûrement le plus savoureux, ça contredit sa propre phrase à lui qui vient de prononcer. La même phrase dont ces mots sont sortis, cette deuxième partie de sa phrase contredit la première. Je vous explique. Il a dit, si on a des accords précis, sans toucher ni à la souveraineté, ni à la vie de ceux qui ne sont pas terroristes, alors on peut travailler ou on peut aller ensemble. Alors, il a bien dit, sans toucher à la souveraineté. Sauf que du coup, désigner qui est terroriste et qui ne l'est pas sur mon territoire, enfin sur notre territoire, on va dire, avant que les gens me disent « ouais, je me prends pour qui ?» c'est précisément un acte de souveraineté. Un acte de souveraineté les plus fondamentales qui soit. Pouvoir désigner soi-même ses ennemis. Donc, on ne peut pas dire « je respecte votre souveraineté » et dans la même phrase, mais laissez-moi choisir qui sont vos terroristes, qui sont vos ennemis. C'est moi qui choisis.
Parce que ça heurte de plein fouet le principe numéro un, qui est le respect, pour pouvoir coopérer avec le Mali, qui est le respect de la souveraineté du Mali, et le principe numéro 3, qui est de prendre en compte les intérêts vitaux de la population malienne. Et pourquoi le point numéro 3, c'est très simple. Parce que moi, je pense que la vie de nos populations, jusqu'à preuve du contraire, ça fait partie des intérêts vitaux du peuple malien. Et quatrièmement, le FLA, à l'époque, via la SEMA, parce qu'ils ont changé de nom plus de 15 fois, ça c'est un passif, c'est eux qui ont revendiqué l'attaque du bateau Tombouctou qui a coûté la vie à des centaines de civils. C'est eux qui ont commis des tas de meurtres de civils lors des attaques du 25 avril. Attaque du 25 avril auxquelles ils se sont coalisés au JNIM affilié à Al-Qaïda. Lors de ces attaques, ils ont commis des exactions sur les populations. On a tous vu ici sur les réseaux sociaux qu'ils avaient frappé un enfant qui doit avoir entre 3 et 4 ans parce qu'il a refusé de dire à sa mère. On a vu les tortures, on a vu les VIOL de masse, on a vu les femmes venir témoigner, se plaindre qu'ils ont été VIOL par ces gens-là, et on a vu ces gens-là sortir et expliquer pourquoi ils avaient pratiqué ces VIOL, et on a vu ces gens sortir se faire réprimander par leur chef, disant qu'il ne fallait pas qu'ils ne fassent ça. Et encore une fois, la vie de nos populations, jusqu'à preuve du contraire, fait partie des intérêts vitaux de notre peuple. Ensuite, il y a cette dernière séquence qui est courte, presque anodine, mais en vrai, elle ne l'est pas. En vrai, elle ne l'est pas. Et on va y venir. Nous sommes leaders dans la lutte antiterroriste. Ça, on l'a traité. Ceux qui ont envoyé des contingents, leurs services ont envoyé des contingents en formation auprès de Daesh. Donc, ils veulent régler le terrorisme en Afrique. À qui tu racontes ça? À qui tu racontes ça? Ici, ce qu'il fait, il ne donne pas une information. Il donne un renseignement. C'est différent. Il ne donne pas une information, il donne un renseignement. Il a quand même des services de renseignement qui sont assez renseignés, qui ont une certaine puissance. Il dit qu'il y a des pays qui ont envoyé des contingents pour aller se former auprès de Daesh. Why not? Je crois savoir de qui il parle. Mais pourquoi? C'est étonnant. Ensuite, quand ces gens-là vont retourner chez eux, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Mais c'est pas ça le plus... sur quoi je voulais intervenir ici. C'est là. C'est très profond, c'est trop... Je peux vous dire une chose qui est vérifiable. Et les Algériens doivent être fiers. Leur pays est un pays propre. S'il ne fait pas du bien, il ne fera jamais de mal à nos voisins. Jamais. La souveraineté, c'est pas comme ça qu'elle se mesure. Bon, ici, on va s'arrêter 2 secondes. Pas sur le contenu en lui-même, parce qu'il n'y a pas de réel problème là-dessus. Mais c'est sur le fait qu'il ait eu besoin de le dire. Je vais m'expliquer. Un président, ça ne prend pas la parole au hasard. Ça ne prend pas la parole pour rassurer son opinion publique sur un doute qui n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, on dément que ceux qui circulent. Et on ne jure que là où on est soupçonné. Donc si Tebboune a ressenti le besoin de préciser à ses propres compatriotes que leur pays ne fait pas de mal à ses voisins, c'est que quelque part la question elle s'est posée. Ça peut être chez eux, dans leur société, dans leur conversation, je ne sais pas. Quelque part la question elle s'est posée. S'il a pris le temps d'y répondre, c'est que quelque part la question elle s'est posée. Maintenant, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas à moi de le dire. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est aux victimes d'exactions ou de quoi que ce soit d'indiquer qui les a agressés ou pas. C'est tout. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il a quand même ressenti le besoin de devoir le préciser. Il a senti le besoin de devoir le préciser. Ici, c'est pas nous qui l'avons mis sur la table, c'est lui. Maintenant, on va revenir au début. Au début de notre question. Pourquoi il a décidé d'effacer 15 ans d'histoire terroriste? Pourquoi faire naître le terrorisme en 2011? Alors que lui-même, son propre pays, l'a combattu dans les années 90. Et que le GSPC, devenu aujourd'hui ACMI en janvier 2007, est né chez lui avant la Libye. Ma réponse, elle est la suivante. Il faut regarder les 2 phrases côte à côte que lui-même a prononcées. Première phrase, le terrorisme est né avec la chute de la Libye. Première phrase à mettre de côté. Et il a dit, ensuite, si on a des accords
précis, sans toucher à la vie sans toucher à la souveraineté et sans toucher à la vie de ceux qui ne sont pas terroristes, quand tu mets ces deux phrases côte à côte, si le terroriste naît en 2011, alors tout ce qui existait avant 2011, ce n'était pas du terrorisme. Tout ce qui est né avant dans le nord du Mali devient autre chose. Une revendication, une rébellion, un mouvement politique, un interlocuteur, un partenaire avec qui on peut négocier. Ce n'est pas une erreur de date, c'est une architecture qu'on essaie de monter. Dater la naissance du terrorisme, c'est décider rétroactivement qui a droit à l'étiquette et qui y échappe. C'est un acte politique déguisé en fait historique. Voilà pourquoi ces deux phrases se tiennent côte à côte. Et voilà pourquoi la première rend la seconde possible. Et voilà pourquoi ici sur cette chaîne, on lit les discours et les interviews, les interventions généralement ligne par ligne. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait de l'analyse. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un analyste. C'est rien d'autre. Certains sauront de quoi je parle. Parce que les grands virages, ça s'annonce jamais dans les communiqués au final. Ça se cache toujours derrière des petits mots dans une phrase, des dates, des toutes petites lignes dans un discours. Alors, où on en est, nous, dans tout ça? Nous, on est ouvert. Le dégel, on prend. La coopération sécuritaire entre deux voisins qui partagent une des plus longues frontières du continent, ça a du bon sens. Et le Mali, il n'a jamais fermé cette porte. Mais on est ouvert en nos termes, sur nos termes. Les trois principes qu'on a évoqués. On a notre cadre de réconciliation, qui est le dialogue intermalien, qui est le seul cadre de discussion pour la paix et la réconciliation. Et on a une définition du terrorisme qui appartient au Mali. C'est aux Maliens de dire qui est terroriste chez lui ou pas, et à personne d'autre. Pourquoi je dis ça? On a un proverbe chez nous qui dit « Quand la main droite lave la main gauche, les deux deviennent propres ». Mais encore faut-il que les deux mains veuillent bien vouloir se toucher. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse l'Afrique tout entière, digne et libre. C'était Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base, sans filtre, avec et pour vous. Prenez soin de vous, partagez cette émission et surtout restons lucides, restons unis, car l'unité sans lucidité, c'est de la foule, et la lucidité sans unité, c'est de la solitude. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Base Décrypte puissant, précis et sans compromis. Assalamu alaikum.